Donc ce soir, je suis venu vous parler de l'art, et plus précisément, je suis venu réfléchir avec vous la question de l'art dans la perspective de la beauté. Autrement dit, notre question, c'est de savoir si on peut penser l'art sans le beau. Alors, pour aborder cette question, il faut d'abord s'entendre sur l'objet dont il est question. Comme toujours en philosophie, il ne s'agit pas simplement de proposer des théories ou des représentations, mais il s'agit de viser la vérité, c'est-à-dire de faire en sorte que ces représentations s'accordent avec le réel. C'est ce que nous cherchons. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va trouver, mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche. Le philosophe cherche la vérité. Donc il cherche à se représenter la réalité. Il cherche à faire en sorte que ces représentations s'accordent avec le réel. Et là, en l'occurrence, la partie du réel qui nous intéresse ce soir, c'est l'art, qui est une partie de la réalité, puisque c'est une production humaine qui occupe une place dans le réel. Et donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord s'entendre précisément sur cette partie du réel qui nous intéresse, qui est l'art. Donc il faut définir l'art. Mais vous voyez, si j'insiste sur cette dimension de réalité, c'est pour vous indiquer d'emblée que la philosophie n'est pas qu'une affaire de mots. Il ne s'agit pas simplement de définir le mot art. Sinon, on prend un dictionnaire, on trouve une définition, il n'est pas nécessaire de se réunir comme ça en fin de journée, de manière un peu tardive, pour philosopher de manière désintéressée. On prend un dictionnaire, on lit la définition, le problème est réglé. Non, 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 ce qui nous intéresse, c'est la réalité même de l'art, la réalité même des œuvres d'art. Qu'est-ce que l'art ? Et donc ce qu'il faut définir, ce n'est pas le mot, c'est le réel lui-même. Il faut trouver le moyen de mettre au jour ce qui fait que l'art est art, ou que l'œuvre d'art, qui est notre objet de réflexion, est une œuvre d'art. Alors, peut-être qu'il convient ici de se tourner vers un grand, un très très grand, qui nous donne une manière de penser, ou qui nous invite à penser d'une manière déterminée. Ce très très grand, c'est Descartes. Parce que lorsque Descartes s'interroge sur le réel, quelle que soit la partie du réel sur laquelle il fait porter sa réflexion, il invite toujours à penser cette partie clairement et distinctement. Pour bien penser un objet, il faut le penser clairement et distinctement. Clairement, ça veut dire, vous voyez, vous êtes au musée, vous regardez un tableau, ce tableau, vous ne le percevez bien que quand il est bien éclairé. S'il est dans la pénombre, il va se confondre avec le décor, vous ne le percevrez pas bien. Mais s'il est bien éclairé, suffisamment comme il le faut, pas trop peu, parce que s'il est surexposé, vous ne le verrez pas non plus très bien. S'il est bien éclairé, vous allez pouvoir le distinguer de ce qu'il n'est pas, ce tableau. Il va se distinguer du décor. Donc penser clairement et distinctement, c'est distinguer l'objet de ce qu'il n'est pas. Il faut toujours commencer par là. Donc comme notre question c'est l'art, dans son rapport à la beauté, et comme il faut commencer par éclairer l'art, il faut commencer par distinguer l'art de ce qu'il n'est pas. Pour bien penser l'art, il faut le distinguer de ce qu'il n'est pas, et là, je vous soumets deux éléments de réflexion qui vont nous permettre de mettre au jour la nature de l'œuvre d'art, son essence, ce qui fait qu'une œuvre d'art est œuvre d'art. Deux distinctions. La première distinction, c'est la distinction de l'art et de la nature. Parce que, vous voyez, la nature produit des choses. L'artisan ou l'artiste produisent des objets, mais la nature aussi produit des choses. Mais lorsque la nature produit, est-ce qu'il s'agit d'un art ? Alors, je ne vais pas m'embarquer dans la question de savoir si les animaux maîtrisent un art, etc., si le castor maîtrise un art lorsqu'il construit un barrage, ou si une araignée est tisserande lorsqu'elle tisse sa toile, je ne vais pas me lancer là-dedans. On pourrait simplement remarquer que ces animaux ont un corps qui fait qu'ils font ce qu'ils font de manière parfaitement adaptée, et que s'ils voulaient faire autre chose, ils auraient du mal à le faire. Ça, on pourrait quand même le remarquer. Je ne sais pas moi si les araignées sont conscientes ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'avec le corps qu'elles ont, elles ne peuvent que tisser des toiles. Elles ne peuvent pas faire autre chose. Une araignée qui voudrait être peintre se trouverait rapidement démunie, puisqu'il lui manquerait la main permettant, grâce au pinceau, de poser ses touches de couleur sur la surface, vous voyez, ou avec le fusain de tirer ce trait gracieux, elle aurait du mal, parce que son corps n'est pas adapté. Donc vous voyez, plutôt que de se lancer dans une réflexion sur la conscience animale, regardons simplement. Le corps animal est un corps spécialisé, plus ou moins. Enfin, si je prends l'exemple de l'araignée, la spécialisation est évidente. Alors que le corps humain n'a pas cette spécialisation. Notre corps, précisément, parce qu'il a des mains, nous permet d'être à la fois tisserand, maçon, ou je ne sais quoi. Donc, je n'ai pas comme ça rapidement l'animal pour vous dire que, en fait, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. J'en ai dit un peu quand même en passant. Peut-être que les animaux pensent, parlent, ont une conscience, j'en sais rien. Mais ce que j'observe, c'est que leur corps est spécialisé. Non, non, je vais prendre un autre exemple. Une autre dimension de la réalité naturelle. Regardez le soleil. Le soleil produit de la chaleur. Et non seulement il la produit, mais il la communique à la Terre. Le soleil communique sa chaleur à la Terre. Il produit de la chaleur. Bon. La production de la chaleur par le soleil est une production naturelle. Et on s'accordera tous pour dire que cette production ne requiert pas de conscience. Vous voyez, parce qu'avec l'animal, on peut discuter. Alors,
Bon, certes, l'araignée est un corps spécialisé, mais peut-être que malgré tout, elle a envie de tisser des toiles, et on va pas se lancer là-dedans. Bon, ceci étant dit, moi, enfin, pour elle, hein, moi qui aime les animaux, j'espère qu'elle le fait par instinct et pas par conscience. Non, mais c'est pas une blague, parce que si jamais elle était consciente et qu'elle désirerait faire autre chose que ce qu'elle fait, sa vie immédiatement serait un cauchemar. Vous voyez, donc je souhaite pour elle qu'elle le fasse par instinct, et que son corps me donne une indication sur ce qui se joue en elle, qui m'échappe. Hein. Moi, je ne sais rien, je ne sais pas si les animaux pensent pas, enfin, en regardant l'extérieur, je souhaite. En tout cas, après tout, l'hypothèse d'une araignée consciente est malheureuse d'être ce qu'elle est, pourrait être envisagée, après tout. Enfin, le soleil produit de la chaleur. Il n'y a pas besoin de conscience pour produire de la chaleur. Donc, la différence entre l'artiste ou l'artisan qui produit un objet d'un côté et le soleil de l'autre, c'est que la production de l'objet dans le champ de l'art est une production consciente. Alors que le soleil produit ce qu'il produit de manière simplement mécanique. D'ailleurs, le fait que la production humaine soit consciente ici, on le voit, d'abord si on pratique soi-même un art, on le sait, mais même en regardant de l'extérieur, on le voit, puisque la pratique d'un art suppose la mise en œuvre de procédés, de moyens, d'outils, par exemple, qui eux-mêmes sont fabriqués en vue de la fin poursuivie, et tout cela requiert des représentations. Vous voyez, le pinceau a une forme parfaitement adaptée à la fonction qu'on lui assigne, et cette forme-là, elle a été produite à partir d'une représentation, d'une fin visée qui est de poser des touches de couleur sur une toile, etc. Vous voyez, donc on voit, par ce qu'on observe, simplement que la pratique d'un art, quel qu'il soit, requiert une conscience. Donc l'art n'est pas la nature, dans la mesure où l'art requiert la conscience. Très bien. Mais si l'art requiert une conscience, je l'indiquais à l'instant, ça ne suffit pas. Il faut une conscience, mais il faut autre chose qu'une conscience. Il faut un corps. Parce que, regardez, deuxième distinction, la production de l'art se distingue d'une production divine, par hypothèse, si Dieu existe, par hypothèse. Alors je ne parle pas d'un Dieu grec qui est une espèce d'artisan qui produit des choses à partir d'une matière préexistante. Envisagez l'hypothèse d'un Dieu absolu, d'un être absolu, créateur du monde. Le Dieu monothéiste, quoi. Par hypothèse, hein, on se demande, la question n'est pas de savoir s'il existe ou pas, mais envisageons l'hypothèse d'une création du monde par un Dieu qui serait un pur esprit. Bon. Ce Dieu, s'il existe et qu'il crée le monde, il le crée à partir de rien. Il le crée ex nihilo, à partir du néant. Il n'est pas un artisan qui part d'une matière préexistante à laquelle il va imposer une forme. Vous voyez ? Donc il le crée à partir du néant, ce qui d'ailleurs, du point de vue des théologiens, est essentiel. Parce que si j'oublie ça, je me représente Dieu comme une espèce de grand artisan qui fabrique des trucs avec un corps, d'une certaine manière, et alors là, je bascule dans l'illusion anthropomorphiste, du point de vue théologique. Donc, je ne sais pas s'ils ont raison, les théologiens, moi j'en sais rien. Hein. Moi je suis philosophe, donc par définition. Moi je suis socratique, hein, je ne sais pas. Bon. Mais je sais que je ne sais pas. Et je sais que les théologiens, eux, qui croient savoir, mais c'est leur droit, le plus absolu, hein, dénie pas ce droit-là, eux considèrent que si Dieu existe, on ne peut pas le penser à partir de l'homme. Il faut s'arracher à l'anthropomorphisme. Donc il faut envisager, c'est ce que dit Augustin, il faut envisager, donc Saint Augustin en l'occurrence, puisque là j'envisage l'Augustin religieux, il faut envisager Dieu en se séparant de toute représentation humaine. Vous voyez, d'où la formule religieuse, au début était le Verbe. Donc au début était le Verbe, ça veut dire que Dieu ne crée pas le monde avec des outils, avec des buts visés, avec un corps ou je ne sais quoi. Donc, si j'envisage la création du monde par Dieu comme hypothèse, je vois que Dieu n'est ni un artisan ni un artiste, s'il existe. Bon. Et je vois que la nature, quand elle produit des réalités, ne produit pas ces réalités comme un artisan ou comme un artiste. Elle existe, je suis dedans, ça je peux l'observer. Bon. Donc ce que je vois, c'est que pour qu'il y ait un art, il faut quelque chose qu'il n'y a pas dans la nature, qui est la conscience, mais il faut qu'il y ait quelque chose que Dieu ne mobilise pas, si Dieu existe, qui est le corps. Donc pour qu'il y ait un art, il nous faut une conscience et un corps. Une conscience sans laquelle il n'y a qu'une production mécanique, et un corps sans lequel il n'y a que des représentations, des pensées, mais sans lequel rien n'entre dans le monde. Un artisan ou un artiste, c'est quelqu'un qui modifie d'une manière ou d'une autre la figure du monde. Parce qu'il va imposer au monde des formes qui ne viennent pas du monde. Des formes qui émanent de sa conscience. Donc, et ce qui, dans le corps de l'homme, permet cette modification, je l'évoquais à l'instant, ce sont les mains. Ce sont précisément cet organe non spécialisé qui permet de produire cette pluralité des formes qui nous environnent et dans lesquelles nous inscrivons nos vies. Parce que
L'homme, contrairement aux êtres naturels, n'est absolument pas l'être qui se contente de s'adapter à la nature, puisqu'il produit le monde dans lequel il déploie son existence. Il s'adapte la nature. Vous voyez, plutôt que de s'adapter à la nature, il s'adapte la nature par ses transformations. Donc, penser l'art, c'est penser une production qui requiert une conscience et un corps. Bah, autrement dit, penser l'art, c'est penser l'homme. Non mais... C'est pour ça que je fais de la philosophie, parce que finalement, il n'y a qu'une seule question, c'est toujours la même. Penser l'art, c'est penser l'homme. Connais-toi toi-même. C'est Socrate. Si tu veux penser l'art, il faut penser l'homme, puisqu'il faut que tu penses un mode de production qui requiert à la fois la conscience et le corps, mais pas une conscience séparée d'un corps flottant dans je ne sais quelle limbe, ni un corps livré à la nature, mis en œuvre par une conscience qui serait logée en lui comme un pilote en son navire. Mais, comme dit Descartes, je ne suis pas logé dans le corps ainsi qu'un pilote en son navire. Et donc l'artisan et l'artiste, quand ils produisent quelque chose dans le réel, produisent ce quelque chose en tant qu'ils sont à la fois conscients et corporels. Donc en tant qu'ils sont proprement humains, qui sont des êtres humains. Penser l'art, c'est penser l'homme. Hein, d'ailleurs, c'est penser l'homme dans une singularité, non seulement d'être conscient et corporel, mais d'avoir un corps qui est le corps de l'homme. C'est pas n'importe quel corps. Avec le corps de l'araignée, il n'y a pas d'artisan ou d'artiste. Voilà, corps de l'homme, extraordinaire. D'ailleurs, Léonard de Vinci vous a tout dit, hein, il rentre dans le cercle. Voilà, il n'y a que lui qui rentre dans le cercle, le corps de l'homme. Le chimpanzé aussi, un peu, mais moins bien. Le cheval, pas du tout. Enfin, c'est magnifique, un cheval, c'est pas le problème, mais il rentre pas dans le cercle. Vous voyez, il y a quelque chose dans le corps humain qui est à teneur métaphysique. Il y a quelque chose dans le corps humain qui nous dit quelque chose de la destination même de l'homme. Si on pense ce corps comme ce sans quoi il n'y a pas de production artistique ou de production artisanale, etc. Alors évidemment, bon, je prends un ver de terre, il rentre dans le cercle aussi. Vous voyez, mais bon... ne manifeste pas cette unité du corps que le cercle met en évidence, cette harmonie. Hein. Donc penser l'art, c'est penser l'homme. Donc vous voyez, si on s'arrête là, on a déjà une première thèse en fait. Qu'est-ce que c'est que l'art? L'art est une production proprement humaine qui consiste à modifier la figure du monde par le surgissement dans le monde de formes qui émanent de la conscience. Si c'est ça l'art, ça englobe à la fois les productions de l'artisan et de l'artiste. Vous avez remarqué que j'ai fait un peu attention à ne pas les distinguer pour l'instant. Et si on dit ça, alors évidemment, on peut penser l'art sans le beau. Ben oui, pas nécessaire de penser beau. Un cordonnier fabrique des sandales, la fonction des sandales, c'est d'être en phase avec ce à quoi elles doivent servir. Donc la forme ici est adaptée à la finalité de l'objet. C'est tout, pas besoin... On peut imaginer des jolies sandales, peut-être. Mais bon, on voit bien que la finalité de l'objet n'est pas de ce côté-là. Donc on peut penser l'art sans le beau, hein. Ça c'est possible. D'ailleurs, non seulement on peut, mais il faut. Il faut même commencer par là. Parce que si on ne commence pas par là, ça veut dire qu'on écarte de la réflexion sur l'art ce qu'est l'art d'abord, c'est-à-dire une production qui est celle d'un artisan. C'est ça, un art. Hein, la pêche est un art, l'art de la pêche. C'est un art, hein, c'est tout sauf spontané. D'ailleurs, la pêche, si on compare la pêche et la chasse, d'ailleurs, la chasse aussi est un art. Mais alors la pêche est un art tout à fait singulier, puisque ça consiste à aller attraper cet animal qui est sous la surface de l'eau et qu'on ne voit pas. Donc il faut aller deviner qu'il est là alors qu'on ne le voit pas. Alors je pense à la pêche qui va utiliser le fil, parce qu'il y a une pêche aussi qui consiste à attraper le poisson qu'on voit, ça existe aussi. Mais là, je pense à cette pêche-là qui consiste avec un fil à aller attraper pas moi, le poisson qui est à 2,50 m sous l'eau, là, pour une pêche en étang. Bah, il faut aller deviner qu'il est là, par une certaine connaissance du mode de vie de cet animal, trouver l'appât idoine, trouver le bon niveau d'eau, enfin, etc. Enfin, il faut mettre en œuvre des procédés sans lesquels on ne va pas l'attraper. Donc c'est un art, la pêche est un art. Alors, est-ce qu'on a besoin de penser la beauté pour penser la pêche à la ligne? Non. Bah, oui, c'est pas laid. On va dire que l'art de la pêche à la ligne soit empreint d'une grande laideur, c'est pas le problème, mais la beauté, ici, n'intervient pas. Donc là, on a une thèse. Alors on a une thèse qui est recevable, évidemment, mais qui laisse de côté une distinction qu'on n'a pas prise en compte pour l'instant. Parce que pour l'instant, on a distingué l'art et la nature, l'art en général, c'est-à-dire la production d'œuvres de l'art, vous voyez, en général. Donc on a distingué la nature, puis on a distingué la production, de la création divine, en envisageant l'hypothèse d'un Dieu unique créateur du monde. C'est une hypothèse de travail simplement. Mais si on se demande si l'art et la beauté sont indissociables, ce qui vient à l'esprit pour nous dans l'usage que l'on fait de la langue dorénavant lorsqu'on emploie le mot art, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les œuvres d'art. Ce ne sont pas les œuvres de l'art.
C'est-à-dire les œuvres qui sont aussi bien celles de l'artisan que celles de l'artiste. Et si on envisage les œuvres d'art, cette fois-ci, c'est-à-dire non pas simplement la production d'un art quelconque, mais une production artistique, c'est-à-dire la production d'un artiste, alors peut-être que la beauté doit intervenir, peut-être. En tout cas, ça mérite d'être pris en considération. Mais, une fois qu'on a dit ça, ça ne va pas de soi non plus, parce que qu'est-ce qui distingue précisément l'objet produit par un artisan et l'œuvre produite par un artiste? Enfin, si on essaie, puisqu'on a dit que bien penser, c'était penser clairement et distinctement. Il faut être capable de les distinguer. Et donc de voir ce qui fait que l'œuvre d'un artiste n'est pas simplement la production d'un artisan. Quelle est la différence entre les deux? Alors, je vous soumets là encore un élément de réflexion. Cet élément de réflexion pourrait être le suivant. Bon, dans le monde de l'artisanat, ou le monde de l'industrie d'ailleurs, parce que là, de ce point de vue-là, il faudrait les mettre ensemble. Ce qu'on vient de dire de la production de l'art en général renvoie toujours à un savoir-faire. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Et le savoir-faire, on l'a dit, requiert à la fois la conscience et le corps. La conscience qui sait et le corps qui fait. Le savoir-faire. Il faut un esprit qui sait et un corps qui fait. Enfin, l'esprit et la main. Il nous faut les deux. Mais la main, ce n'est pas une espèce d'outil extérieur à l'esprit. La main, c'est le prolongement de l'esprit dans le monde. Donc, ça vaut pour le monde de l'artisan comme le monde de l'artiste. Et ça relève bien d'un savoir-faire, de la mise en œuvre de procédés en vue d'obtenir un résultat, en général jugé utile. Et évidemment, ici, on ne peut pas laisser de côté non plus la production industrielle, avec une différence malgré tout. C'est que dans la production artisanale traditionnelle, l'artisan fait, il sait faire, mais il ne sait pas comment il se fait, que faisant ce qu'il fait, il obtient le résultat attendu. Je vous le refais. Un artisan sait faire, il fabrique quelque chose. Bon, par exemple, un maçon travaille sur une maison au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc il sait poser le crépi sur le mur, il sait faire. Il a des outils qui lui permettent ça, et donc il jette le crépi, et puis il travaille sur son mur. Mais il ne connaît pas Newton. Donc il ne connaît pas les lois de la nature qui expliquent que le geste qu'il fait produit le résultat attendu. Il sait faire, mais son savoir-faire n'est rien d'autre que l'application de règles qui sont tirées d'une expérience. C'est ce que dit Aristote. L'art naît lorsque, d'une multitude de notions expérimentales, se dégage un seul jugement universel applicable à tous les cas semblables. Autrement dit, de l'expérience, je tiens un certain nombre de règles de l'action, et quand je mets en œuvre ces règles, j'obtiens le résultat attendu. Donc c'est tiré d'une expérience. Je ne suis pas un apprenti ferronnier, il travaille dans un atelier, il passe son examen, mais ça ne suffit pas. Après, n'importe quel art, on demande au moins 10 ans de pratique, on sait tout, quel que soit, même l'art de la dissertation. Pour bien maîtriser un art, il faut un certain nombre, une dizaine d'années, c'est pas mal. Pour un être humain, dont l'espérance de vie est ce qu'elle est, 10 ans, il faut à peu près ça. Donc, il a passé son examen, mais après, quand il est dans l'atelier chez un patron, il va lui apprendre comment on fait. C'est la main où il va passer à la pratique, il va falloir de l'expérience. Donc il sait que quand il chauffe le métal, qu'il a telle couleur, qu'il le plonge dans tel liquide, ça va produire tel effet, etc. Vous voyez, il fait un travail de ferronnier. Mais là, il va tirer de son expérience des règles techniques qu'il saura mettre en œuvre, mais il ne dérive pas ces règles d'une connaissance scientifique des lois de la nature. On n'a pas attendu la physique moderne ou la chimie moderne pour inventer l'art du ferronnier, la maçonnerie, etc. Donc ça c'est la production artisanale. L'industrie a produit une révolution puisque elle, ce qu'on appelle l'industrie aujourd'hui, l'industrie qui n'est rien d'autre que l'application du travail de l'ingénieur en fait, l'industrie est devenue science appliquée. C'est-à-dire, et ça produit le monde dans lequel nous sommes, en réalité. La science appliquée, c'est-à-dire que les règles de l'action, les règles de l'action sur le monde, ces règles-là sont dérivées d'une connaissance scientifique de la nature. Et alors ça standardise tout. Vous voyez, parce que tous les objets qui nous environnent sont comme des théories scientifiques devenues choses. Vous voyez, donc ça, et voilà, on y est, tout est standardisé. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les vêtements que nous portons, alors on produit des variations un peu comme ça, mais à l'arrivée, tout est standardisé. Vous voyez, la production d'un artisan dans la société, dans la civilisation artisanale traditionnelle est reconnaissable. Elle manifeste une subjectivité. Cet artisan, il a un savoir-faire qu'il a tiré d'une expérience dans un atelier à tel moment. Alors que l'industriel produit à grande échelle, notamment grâce à la mécanisation des tâches, et il produit des formes standardisées. Alors, mais il y a un point commun malgré tout. Donc il y a une différence de nature, là, de ce point de vue-là, entre la production artisanale et la production industrielle. On a changé de nom, là, c'est pour ça qu'on ne mesure pas. C'est Galilée, c'est révolutionnaire.
Je vous invite à réfléchir à ça comme ça. Hein. Le procès de Galilée laissait tomber l'idée, il était condamné à mort parce qu'il disait que la Terre était ronde. Bon, il n'a jamais dit que la Terre... Enfin, tout le monde disait que la Terre était ronde, donc c'est pas le problème. Et puis il n'a pas été condamné à mort, il a renoncé à sa théorie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu un procès, qu'il n'a pas eu de soucis. Mais le problème n'était pas là. Enfin, c'est que le point de vue scientifique sur le réel est révolutionnaire. Ça change tout. Ça change complètement le rapport qu'on a au réel, le rapport qu'on a avec les objets qui nous environnent, le rapport qu'on a à l'acte de production dans le réel. Ça change tout. Hein. Et ça va produire d'immenses bouleversements, et notamment des bouleversements qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont politiques, qui sont, etc. Enfin, Marx vous dira ça. Hein. C'est l'invention de la machine à vapeur est totalement déterminante à l'égard du rapport de production qui va déterminer le mode d'organisation de la société. Donc la science va produire un bouleversement dont nous sommes les enfants et dont visiblement nous avons du mal à nous remettre. C'est-à-dire, ce monde-là, il est tellement inquiétant. D'autant que la science nous parle d'un monde qu'on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. Bon, l'artisan, lui, il produisait des formes reconnaissables. Vous voyez, manifestant encore une subjectivité. Hein, des objets qui avaient une fonction. Et là, maintenant, les objets standardisés sont beaucoup plus éloignés de notre expérience immédiate. On ne sait pas trop. Le plastique suppose la chimie du carbone. La chimie du carbone, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un atome de carbone? Bon. Donc, mais il y a un point commun malgré tout, même s'il y a une grande révolution avec l'industrie, entre le monde de l'artisanat et le monde de l'industrie, c'est que dans les deux cas, les objets produits sont produits pour être utilisés ou consommés. Vous voyez, c'est des objets qu'on utilise ou qu'on consomme. Et un artisan, j'ai dit tout à l'heure, il produit une paire de sandales. Une paire de sandales a une fonction. On va l'utiliser. Et, je sais pas, un boucher, il sait comment découper la viande, etc. Et le résultat de son art, c'est un art ici, hein, c'est un savoir-faire, le résultat de son art est fait pour être consommé. Alors, regardez bien, ce qu'on utilise ou ce qu'on consomme, toujours, on le détruit. En fait, ça, c'est... Et oui, ce qu'on utilise, on en use. La langue française est magnifique, elle vous dit tout. Ce dont on use, on l'use. Mais on l'abîme. L'objet qu'on utilise, il s'installe dans une certaine durée, mais une durée qui ne va pas durer. Alors c'est peut-être une grande différence là, mais qui est simplement quantitative, entre le monde de l'artisanat et le monde de l'industrie. C'est que dans le monde de l'artisanat, les objets sont faits pour être utilisés, on en use, donc on les use, donc on les détruit, mais on les détruit lentement. Alors que nous sommes entrés dans l'ère de la production, où ce dont on l'use rapidement. Et puis alors on s'en plaint, parce qu'évidemment ça produit une société de consommation qui est une société de destruction permanente. On s'en plaint, puis ça provoque des cataclysmes environnementaux, etc. Mais en même temps, on adore ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est pris dans une espèce de tension. On aime bien, on aime détruire. Et oui, on détruit. Et Goethe vous dit ça, quand je détruis quelque chose, je me pose comme celui qui détruit et pas comme celui qui est détruit. Détruire l'objet, c'est être le destructeur. Donc c'est dominer en quelque sorte. Le client est roi, le consommateur est roi. Parce que j'ai dit, ce qu'on utilise, on l'use, on en use, donc on l'use, mais ce qu'on consomme, alors on le consomme. Et consommer, c'est détruire. Et la société de consommation est une société de destruction permanente. Et il n'y a rien à faire, vous voyez, on est pris dans une espèce de système très compliqué, là. Et là, moi, j'en sais rien, je ne donne pas de leçons. Mais on voit bien où on en est. Enfin, c'est-à-dire, on consomme, on détruit. Et si on dit stop, c'est un cataclysme. Ah, si on dit stop, imaginez, à 200 millions d'êtres humains sur la Terre, il y a à peine 2000 ans, il y avait déjà des pauvres. À 7 milliards et demi, sans production industrielle, ça devient très compliqué. Peut-être 15 milliards demain, c'est pas trop. Vous voyez? Donc on est pris dans quelque chose qui est très très compliqué, là. Il faut qu'on continue de détruire, parce que sinon tout s'écroule. Mais en même temps, si on continue de tout détruire, ça va finir par s'écrouler aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tant qu'à faire, on va détruire, parce qu'en même temps, on aime ça. Ah oui, sinon, moi je vais inventer le portable, vous savez, le petit portable qui va durer 55 ans. Il sera increvable. Il vaudra très cher, mais à l'arrivée, il ne vaudra pas cher, puisqu'on l'achètera, il marchera pendant 2 générations, etc. Voilà, on va se réunir ensemble, et chacun dans poupe, et on va créer une start-up, et on se lance. Et voilà, et on va être ruiné très rapidement, évidemment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, parce que celui qui achète quelque chose veut quelque chose qui coïncide avec la dernière nouveauté, l'innovation. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, donc, je sortais le portable que j'avais en main il y a 20 ans, que je le posais sur la table, ou il y a 15 ans, vous voyez, je montrerais ça à mes élèves, ils me diraient, ça sert à quoi? Ça sert à téléphoner. D'accord, enfin,
Pourquoi tu téléphones avec un téléphone, toi? Moi, je téléphone plus avec les téléphones. Je suis sur Internet, je suis sur un réseau, je ne peux pas téléphoner. Donc c'est ce qui nous intéresse. Nous. Et évidemment, il faut que ça se détruise. Alors évidemment, si je prends l'objet traditionnel fabriqué dans la société artisanale, lui, il va durer une génération. Mais ça se détruit aussi, mais plus lentement. Donc, si je prends l'art comme production artisanale ou industrielle, j'ai affaire à un mode de production d'objets voués à la destruction. Alors maintenant, considérons une œuvre d'art. Une œuvre d'art, de ce point de vue-là, est d'une nature très différente. Parce que l'œuvre d'art n'est pas faite pour être utilisée ou pour être consommée. Elle est faite pour être contemplée. Autrement dit, si on veut penser la singularité des œuvres d'art, il faut envisager un mode singulier de rapport avec le réel. Vous voyez, l'œuvre d'art m'invite à entretenir avec la réalité un rapport qui est très singulier, qui n'est pas un rapport d'utilisation, qui n'est pas un rapport de consommation, mais qui est un rapport de contemplation. Alors ça, c'est essentiel. C'est un tout autre rapport. D'ailleurs, à part l'œuvre d'art, parmi les productions humaines, qu'est-ce qui appelle seulement la contemplation, à part la philosophie? Vous voyez, ou les sciences. Mais les sciences, en tant qu'elles ne sont que sciences, pas sciences appliquées. La science appliquée, ça y est, on entre dans le monde de l'ingénieur, une production d'objets voués à la destruction, etc. Ou à l'utilisation. Hein. Mais justement, c'est très singulier l'œuvre d'art. Elle nous appelle à la contemplation, mais contemplation d'objets sensibles. La philosophie nous appelle aussi à la contemplation, mais elle nous appelle à la contemplation d'idées, vous voyez, elle nous élève au-dessus des réalités contingentes et matérielles. Enfin, en tout cas, si on pense la philosophie à la manière d'un Aristote, si on la conçoit comme une métaphysique qui consiste à s'élever jusqu'à la pensée de ce qui est absolument nécessaire, la philosophie nous élève au-dessus du monde des choses qui sont contingentes, etc. Mais l'artiste, lui, il nous invite à la contemplation, mais dans le monde, à partir d'objets, d'expériences, qui sont dans le monde, qui surgissent dans le monde sensible. Il s'agit de contempler des formes sensibles. Alors ça, c'est quand même étonnant. C'est quand même très très étonnant. L'artiste produit des formes qui méritent d'être contemplées. Et alors, il faut s'arrêter un instant. Contempler, c'est quoi? Alors, on voit bien, on distingue. Contempler, c'est pas utiliser. C'est pas consommer. C'est pas consumer. C'est pas user. Puisque dans la contemplation, je laisse ce qui est contemplé à distance. Vous voyez? Dans la contemplation, je laisse l'être contemplé distant de moi. Je ne l'absorbe pas en moi. Je m'absorbe en lui. C'est l'inverse. Je ne l'absorbe pas en moi. Je m'absorbe en lui. C'est ça la contemplation. Vous avez de belles expériences contemplatives décrites par un immense philosophe, c'est Jean-Jacques Rousseau. Quand il écrit Les rêveries du promeneur solitaire, il vous décrit notamment dans la 5e promenade des expériences magnifiques de contemplation, de la nature en l'occurrence. S'ouvrir, ouvre-toi à l'être. Laisse-toi absorber par l'être même, plutôt que de chercher toujours à l'absorber dans ton être, comme si tu étais le centre de tout. Laisse ton être affecter. C'est un peu comme en amour, quoi. Vous voyez, s'ouvrir dans la contemplation, c'est se laisser toucher, affecter, modifier, altérer, enfin, c'est inquiétant, quoi. Il y a quelque chose d'inquiétant dans la contemplation, puisque, vous voyez, il n'est pas assuré qu'après je sois comme avant. Alors que quand je consomme, bon, bien sûr, tout changement, enfin, toute action produit un changement quelconque, mais dans la consommation, j'entretiens au moins l'illusion que ce qui va changer, c'est tout sauf moi. J'ai détruit le monde, j'absorbe, je détruis, je pulvérise, je casse. Les êtres humains sont extraordinaires. On bâtit des civilisations, puis après on fait la guerre, on détruit tout. Mais tout par terre, le XXe siècle. Extraordinaire. L'Allemagne, pays de Goethe, de Kant, etc. Tout casser, on va tout détruire, tout pulvériser. Dans une violence totalitaire absolument effrayante, en massacrant les corps, en massacrant, vous voyez, sans limite. Il y a quelque chose dans l'existence humaine qui est absolument terrifiant. Vous voyez, c'est comme un enfant capricieux qui casse son jouet, quoi, dans une espèce de jouissance immédiate. Alors c'est vrai que l'art, ça nous invite à un rapport au réel qui n'a plus rien à voir avec ça. Puisque ce que je contemple, je le laisse à distance. Je dis, je le laisse me toucher, je m'absorbe en lui d'une certaine manière, je le laisse me modifier. Autrement dit, c'est comme un amour, quoi. Aimer, c'est pas être actif. Aimer, c'est pas donner, en fait. Aimer, c'est recevoir. Non, mais donner, oui, bien sûr, quand on est mondain, on est d'accord. Donner, c'est aussi une manière de dire, c'est moi le patron, puisque je t'ai donné. Donc,
Avec ce que je t'ai donné, maintenant, il va falloir être à la hauteur de ce que je t'ai donné, hein, parce que et puis si je t'ai tout donné, alors là, je ne peux plus te lâcher. Vous voyez? Alors, non, le sentiment amoureux, c'est pas ça, c'est se laisser affecter, toucher, modifier, altérer potentiellement. Hein. Après, c'est peut-être plus comme avant. C'est possible. Donc l'œuvre d'art invite à un rapport comme ça. D'ailleurs, au passage, tout à l'heure, je disais, il n'y a pas d'art sans corps. Et la partie du corps qui nous avait intéressé, c'était les mains. Les mains sans lesquelles il n'y a pas d'activité de production, c'est vrai. Mais lorsque maintenant on envisage l'œuvre d'art, il n'y a pas de création d'œuvre d'art sans le corps. On est d'accord, du point de vue de l'artiste. Il faut les mains. Bon, ou alors il faut au moins quelque chose qui est de l'ordre de la corporité, parce que même un musicien, même s'il ne façonne pas avec des outils comme ça, il va façonner quelque chose qui est de l'ordre d'une sensibilité qui requiert son propre corps. Il peut être pianiste, ou il peut écrire une partition, ou il peut manipuler un ordinateur, enfin, il va produire une force sensible en mettant en jeu son corps. Et si maintenant j'adopte le point de vue du spectateur, celui qui va contempler, ou qui va écouter l'œuvre d'art, celui qui va contempler, il va laisser l'objet à distance. Nécessairement, sinon c'est pas une contemplation, on l'a dit. Donc laisser l'objet à distance, ça suppose ce qui en nous permet de percevoir les choses en les laissant à distance. C'est-à-dire la vue et l'ouïe. La vue et l'ouïe, voilà les sens qui sont à l'œuvre. Voilà pourquoi les beaux-arts mobilisent la vue, qui laisse à distance et l'ouïe. Vous savez, c'est ce qu'on dit aux enfants quand on essaye de bien les élever. Hein, tu touches avec les yeux. Autrement dit, tu touches pas avec les mains. Tu bricoles pas. Et ça, vous voyez bien, enfin, l'art, si c'est ça. Et c'est ça, en fait. Enfin, on a tous vécu une expérience esthétique. On sait bien qu'on a l'expérience esthétique quand l'objet est à distance et qu'on s'absorbe en lui. Enfin, on le sait. Et l'art, de ce point de vue-là, c'est ce qui vient s'opposer radicalement à la société de consommation. Alors ça, je dis pas... par contre, ceux qui... Les champions des start-up et des entreprises, parce que non, c'est le roi entreprise, hein, c'est le dieu. Vous savez, pour nous, vivre sans ce modèle-là, ce serait un peu comme une personne du XVIIe siècle à qui on aurait dit qu'on peut vivre sans roi. Vous voyez, il aurait dit, non, ça c'est impossible. C'est impossible. Sans un roi, monarque de droit divin, tu ne peux pas... Ben, voilà. La République a démontré que c'est possible. On peut y arriver quand même. Bon, même si... Enfin... c'est possible, même si on voit bien que dans le fond, nous aimons les rois. Enfin, Rousseau disait ça, les Français ne sont pas vraiment républicains, ils sont absolutistes. On fait une république, mais quand même, avec un monarque, c'est pas mal. Enfin, du moment qu'il ne nous emmerde pas, ça va. J'ai pas dit un gros mot, c'est devenu un terme officiel de la République. Surtout que c'est pas nous, parce que moi, en l'occurrence, je suis vacciné. Mais bon. Enfin bon, vous voyez bien, la tentation monarchique est toujours là. Il nous apparaîtrait impossible, si on avait vécu au XVIIe siècle, de vivre sans roi. Il nous apparaît impossible aujourd'hui d'envisager un monde dans lequel il n'y ait pas un modèle qui soit le modèle de la production, de la consommation, etc. Ça nous paraît impossible, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, si le temps nous est laissé de modifier les choses, peut-être que demain, le monde ressemblera à toute autre chose. En tout cas, les artistes, eux, nous renvoient un mode de rapport au réel qui n'est pas du tout le mode de rapport au réel, qui est celui de la production dans le monde de l'entreprise, ou celui de la consommation dans la société de consommation. D'ailleurs, vous avez remarqué, un directeur de musée, son titre, son titre, c'est un conservateur. Donc son boulot, c'est de conserver. Il faut conserver les choses. Il faut les conserver, il ne faut pas les détruire. Il faut faire en sorte qu'après, ça soit comme avant. Alors, on sait que ça ne durera pas. Ceci étant dit, on sait que ça ne durera pas. Rien n'est éternel. Non, mais rien. Mais il n'y a pas la plus grande œuvre d'art ne durera pas éternellement. Mais tant qu'à faire, on aimerait autant que sa disparition, nous n'en soyons pas, nous, les responsables. Vous voyez, c'est comme ça que c'est un peu... Ben, c'est comme la République. Quand on est républicain, on aime la République. Et moi, je suis républicain, vous voyez, je suis un grand militant de la vie républicaine et de la réalité républicaine. Mais justement, quand on est républicain, on sait que la République va mourir. Mais oui, c'est ce que dit Rousseau, le corps politique, comme tout corps, n'est pas éternel. Donc on sait qu'on doit en prendre soin. Et qu'elle mourra peut-être, mais tant qu'à faire, j'aimerais autant que ce ne soit pas avec moi. Et donc le bon gouvernant est comme un bon médecin qui fait en sorte que la République se fatigue le moins possible, qu'elle s'étiole le moins possible et qu'elle reste vivante le plus longtemps possible, même si on sait que, du point de vue de l'éternité, rien ne durera définitivement. Eh bien, dans le champ artistique, c'est du même ordre. Les œuvres d'art, bien sûr qu'on sait que rien n'est éternel, mais on va faire comme si. C'est-à-dire que l'œuvre d'art se donnant comme objet de contemplation, on doit faire comme si on pouvait la conserver éternellement.
Il suffit d'ailleurs de se mettre sur le dos le poids de la responsabilité. J'aimerais autant que ce ne soit pas avec moi. Vous voyez, j'aimerais autant que ce ne soit pas avec moi que l'œuvre d'art disparaîtra. Et oui, mais alors c'est là qu'intervient la question qui nous intéresse très précisément. Parce que regardez bien, au nom de quoi l'œuvre d'art devrait-elle être contemplée? Non mais c'est une vraie question ça. D'accord, tu me dis, l'artiste dit moi je produis une œuvre, mon œuvre est faite pour être contemplée. Bon mais très bien, mais t'es qui toi pour dire ça? Je fais ce que je veux. D'ailleurs moi j'adore consommer. Moi j'adore ça, puis j'ai plein de trucs à faire dans la vie. Contempler, ça veut dire qu'il va falloir que je m'arrête, devant ton œuvre. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien rien, justement, tu fais rien. Comment ça, rien faire? Mais il faut faire, non? La valeur absolue, dorénavant dans nos mondes, il me semble, c'est le travail, la production. Quelque chose qui produit un effet dans le monde. Non? Enfin, il me semble. Alors toi tu me dis qu'il ne faut rien faire. Pas tout le temps, mais au moins que tu consacres. C'est ça que tu me dis. Tu m'appelles à consacrer un certain temps à ne plus faire. D'ailleurs, je vous soumets là quelques éléments de réflexion sur la langue même que nous connaissons dorénavant. Et là, je pense à la langue à laquelle chacun est confronté s'il passe un petit peu de temps dans le monde médiatico-politique. Vous écoutez la langue. Et je ne sais pas si vous a frappé, mais alors moi ça me saute aux yeux. Ce qui est très très frappant, c'est que la novlangue à laquelle nous sommes dorénavant confrontés est une langue obsédée par l'acte de production. Vous voyez, la manière même, le vocabulaire est un vocabulaire de la production. Faire. Tout se fait. On fait société, on fait nation, on fait sens. Vous voyez? On fait école, on fait. Enfin, je sais pas, non, on fait pas nation. C'est pas vrai. On institue une nation. On fait sens. Non, on interprète, on comprend, on cherche à expliquer, faire sens. On fait mémoire. Non, on se souvient. On met des mots sûrs. Non, on met pas des mots sûrs, on parle. Moi, je mets pas des mots sûrs. Il y a pas, je suis en train de vous parler de l'art, il n'y a pas l'art, puis je mets un mot dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Je fabrique pas une espèce de voile que je fais tomber sur la chose. Voilà, je mets le mot sûr, j'ai un voile, pas, je fais tomber sur. Ah, regarde, t'as vu comme ça. La pensée, c'est une activité de l'esprit. Donc je ne fais pas, quand je vous parle, je fais pas sens. Non, enfin, j'essaye de dégager un sens. J'essaye de produire quelque chose qui est de l'ordre d'une signification qui nous permet d'éclairer un peu plus telle ou telle partie du réel, un peu plus, on cherche, on ne dit pas qu'on va y arriver. Bon. Donc vous voyez bien, il y a une espèce de vocabulaire qui est le vocabulaire de l'obsession de l'acte de production. Faire à tout prix. Sans parler du vocabulaire mécaniste, voire informatique, hein, vous voyez, on décrypte, j'adore ça, on décrypte. Ça veut dire, un professeur de philosophie, quand il lit un texte, il n'apprend pas à ses élèves à décrypter un texte, pas un code. Un texte, ça se lit d'abord, ensuite ça s'explique. Et pour expliquer un texte, il faut en saisir l'essentiel, et puis ensuite il faut l'expliciter, il faut déplier la pensée de l'auteur. Puis ensuite il faut s'expliquer avec lui, c'est-à-dire voir quelles sont les limites éventuelles de ce qu'il nous dit. On discute, vous voyez, on interprète, on explique quoi. On décrypte pas, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire. D'ailleurs, celui qui parle comme ça, il va vous dire qu'on fonctionne. D'ailleurs, moi c'est comme ça que je fonctionne. Alors, moi je fonctionne pas, je vis. Je ne fonctionne pas, je ne suis pas une espèce de machine. Alors peut-être que je le suis, d'ailleurs, moi j'en sais rien, peut-être qu'il a raison, je suis peut-être une éponge avec des neurones, mais tout ça c'est une espèce de mécanique qui se met en branle, qui produit des effets dans le monde. C'est possible, enfin des effets dans le monde. D'ailleurs, si je ne suis qu'une mécanique appartenant au monde, je ne produis aucun effet sur le monde, puisque je fais partie du monde, et quoi que je fasse, c'est un phénomène naturel. Donc, allez hop, il n'y a pas de souci. Le même d'ailleurs qui parle comme ça va dire c'est comme ça qu'on fonctionne, donc il faut protéger la nature. Ah bah, moi, si je fonctionne et que je suis qu'une partie de la nature, quoi que je fasse, ça n'est rien d'autre qu'un effet de la nature. Donc la centrale nucléaire n'est pas moins naturelle que le nid fabriqué par l'oiseau. Tout ça, c'est la nature. Ou alors tu me dis qu'on a un rapport à la nature qu'il faut discuter. Alors tu me dis que je ne suis pas totalement prisonnier de la nature. Donc je ne fonctionne pas. Je pense, je vis. Vous voyez, je patauge, des fois, dans la réalité, c'est vrai. On patauge, on essaie de s'en dépêtrer, mais nous ne sommes pas de ce point de vue-là des machines. Donc l'art nous invite à arrêter avec tout ça. Il nous invite à contempler, c'est-à-dire à arrêter de faire. Tu arrêtes de faire. Alors je vais faire quoi? Rien. Mais alors pourquoi? Mais t'es bien gentil, mais pourquoi je ferais ça? Je vais te donner du temps, mais le temps m'est compté. Chaque moment qui passe, c'est un moment qui me conduit inéluctablement vers la mort. Bon, on n'est pas pressé, hein, ceci étant dit, on n'est pas. Mais on le sait.
Alors, pourquoi je te donnerai du temps? Alors, imaginons cette situation. On va imaginer une prosopopée. Une prosopopée, c'est une figure de style qui consiste à imaginer un dialogue entre une personne et puis un être qui n'est pas une personne, avec une chose. Donc une prosopopée, ici, la prosopopée que je vous propose, c'est un dialogue imaginaire entre une œuvre d'art. Vous allez imaginer, je sais pas, la peinture d'un grand maître italien, et puis un amateur d'art, ou quelqu'un, pas amateur d'art d'ailleurs, mais qui se promène dans le Louvre. Alors il va à la galerie italienne, pour voir ça. Comme tout le monde y va, il y va. Et donc, à chaque fois qu'il fait un pas, il a une œuvre absolument géniale. Mais lui, il passe vite, parce qu'il a autre chose à faire. D'ailleurs, il a des trucs à faire. Moi, j'ai des trucs à faire, donc je suis bien vu. Alors, d'abord, j'ai mon circuit, je vais me faire les galeries italiennes, après, je vais aller voir ça, et puis après, je vais aller acheter un petit souvenir. Puis vous avez au Louvre, maintenant, quand vous sortez, en plus, alors là, vous avez le supermarché, vous n'en sortez plus. Hein. La dernière fois que j'y suis allé, je ne pouvais plus sortir, en fait. Je ne sais pas comment on sortait. Vous rentrez par la pyramide, puis vous sortez par des galeries, des marchands. Non, mais c'est bien gentil, tu vas quand même arrêter, il faut consommer un peu, quoi. Il va falloir que tu détruises un peu, pas non plus passer ton temps à contempler des objets, à te perdre dans ces choses-là. Donc, mon personnage, là, passe un peu rapidement, puisqu'il a des trucs à faire. Et là, l'œuvre d'art l'interpelle. « Arrête-toi », lui dit-elle. Et alors, lui, il dit « Bah oui, mais... » Alors, dans mon monde imaginaire, on peut dialoguer avec les œuvres d'art. Il n'est pas surpris par ça. Donc, arrête-toi. Alors, très bien, mais pourquoi? Parce que je te demande de me contempler. De contempler, t'es bien gentil, mais le temps m'est compté, le temps passe vite, je vais pas perdre mon temps avec toi. Alors, déjà, l'œuvre d'art dirait, mais je comprends pas, tu me dis que tu veux pas perdre ton temps, et tu passes ta vie à faire des trucs qui te divertissent. Tu passes ta vie à faire dans l'agitation de ton corps, à faire des trucs qui te donnent le sentiment que les choses passent vite. D'ailleurs, quand tu vas au cinéma et que tu trouves que c'est un peu long, tu dis que le film n'était pas terrible parce qu'il y avait des longueurs. Donc toi, ce que tu aimes, c'est justement qu'il n'y ait pas de longueur. Donc ce que tu aimes, c'est que ça passe vite. C'est-à-dire, ce que tu aimes, c'est le sentiment d'un éternel présent. Ce que Pascal appelait le divertissement. Tu adores te divertir. C'est-à-dire, tu adores le sentiment d'un éternel présent, ce qui te donne l'illusion de vivre comme un dieu, ce qui te permet de laisser filer ta vie sans rien avoir fait de ta vie. Alors moi, je te demande de t'arrêter, tu me dis, j'ai autre chose à faire. Quoi? Me divertir. Bon, alors l'autre, tu vas dire, bon, d'accord, le divertissement, mais je fais pas que ça. Je passe du temps à travailler aussi. Puis franchement, c'est pas toujours rigolo. Hein. Bon, heureusement, j'ai ma retraite. Enfin, si on me la laisse, hein, c'est pas encore gagné. Mais je passe du temps quand même. Alors là, l'œuvre d'art pourrait dire, bon, alors là je comprends encore moins, parce que tu passes ton temps dans des activités pénibles, pas toujours, on peut exercer un métier qu'on adore, hein, c'est pas le problème, mais bien souvent, le métier, dans certains cas, est une besogne, hein, il faut y aller, il faut vivre, quoi, il faut produire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc produire d'ailleurs dans un cadre qui te permet d'avoir un retour des éléments permettant, parfois bien, parfois beaucoup moins bien, de subvenir à ses besoins. Donc tu acceptes ça, mais moi je te demande de t'arrêter de contempler, et ça tu ne vas pas le faire, au prétexte que je ne suis pas divertissante. Et c'est vrai que les œuvres d'art ne sont pas toujours franchement divertissantes. J'évoquais le film tout à l'heure qui a des longueurs. Parfois, je prends un grand film italien, enfin un grand film italien c'est un pléonasme, hein, le cinéma est italien, je ne connais pas, donc si vous prenez un grand film italien, même dans les cultures populaires italiennes, la culture populaire italienne aussi c'est un pléonasme, parce que la culture italienne, l'opéra italien c'est populaire, hein, c'est un art populaire. Mais si vous prenez, je sais pas, un film de Sergio Leone, vous voyez bien, cette lenteur, vous voyez, c'est parce que c'est le temps qui intéresse ici le cinéaste, puisque on ne va pas filmer des corps qui s'agitent, ça n'a aucun intérêt, on le voit dans la vie tous les jours. C'est-à-dire on va filmer une temporalité qui n'est rien d'autre que la temporalité d'un être qui est voué à la mort, c'est-à-dire c'est l'anti-divertissement. D'ailleurs, vous savez, les duels, chez Léon, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, c'est tout ce qui précède la mort. Puis après, il y a un coup de feu, le gars il est mort, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui précède, c'est-à-dire la vie. Léon, il ne filme pas la mort, il filme la vie. Donc il filme l'âme, donc il filme le temps. Donc c'est un art du temps, nécessairement. D'où l'importance de la musique, qui est elle-même l'art du temps. La musique d'Ennio Morricone, qui va évidemment se marier à la perfection avec la lenteur hein, des scènes tournées par Léon. Donc le cinéma n'est pas divertissant. Ce cinéma-là, celui-là, c'est pas le blockbuster mis en scène, qui n'est rien d'autre que la session du jeu vidéo qui est fait pour agiter l'esprit dans un temps de 2h30 à peu près. Et je dis ça, hein, moi j'adore les blockbusters, hein, c'est pas le problème, mais il y a un temps pour tout. Vous voyez, mais c'est du divertissement, c'est pas ce temps qui s'étire et qui est précisément le contraire du divertissement. Donc le regard dirait, je comprends pas, alors tu veux pas t'arrêter parce que tu dis que
Tu as peur de perdre ton temps, mais tu passes ton temps à te divertir. Après, je te dis, mais arrête-toi, si tu ne divertis pas, ça vaut le coup. Mais tu me dis, non, mais moi, je travaille, je comprends pas, parce que tu vas perdre ton temps alors dans des activités fastidieuses. Et tu dis que moi, je ne suis pas divertissante, arrête-toi. Alors, vous voyez bien. Pourquoi faudrait-il s'arrêter devant l'œuvre d'art et la contempler? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art mérite d'être contemplée? Mais il n'y a qu'une seule raison. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, cette œuvre d'art, à cette personne qui passe à 100 à l'heure devant elle sans même s'arrêter? Elle lui dirait, arrête-toi et contemple-moi. Mais pourquoi? Parce que je suis belle. Voilà ce qu'elle lui dirait. Et non seulement je suis belle, mais je suis la plus belle. Et jamais tu ne rencontreras cette beauté ailleurs que devant moi. Et cette beauté, elle est tellement puissante à l'égard de ton âme, que peut-être même que si tu t'arrêtes pour me contempler, tu en sortiras modifié. Tu seras peut-être plus le même qu'avant. Et d'ailleurs, c'est peut-être une raison pour laquelle l'autre ne va peut-être pas s'arrêter non plus. Tellement obsédé par la puissance du moi qu'il pourra peut-être avoir du mal à accepter ce que ce moi se trouve modifié. Ici, ce qu'on voit, c'est que si l'art, c'est la production artistique, et si la production artistique se distingue de la production artisanale ou technique dans la mesure où elle propose des objets de contemplation qui ne sont plus de simples objets, mais dès lors des œuvres de l'esprit, offertes à l'esprit pour être contemplées. Alors l'art, en ce sens-là, est indissociable de la beauté. Penser l'art, c'est penser le beau. Nécessairement. Ah, il me reste du temps pour discuter. Parce que, évidemment, quand on a dit ça, on se dit, c'est parfait, sauf que. Alors, sauf que, là, je vais vous soumettre, je vais vous lire un petit texte. Bon, d'abord, l'objection qui vient à l'esprit immédiatement, c'est que nous vient à l'esprit couramment cette idée que le monde de l'art n'est plus le monde de la beauté, que les artistes contemporains ont renoncé à la beauté, et que, bon, d'abord, quand on dit artiste contemporain, on ne sait pas de quoi on parle, parce que si l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain commence en 1910 avec le premier manifeste futuriste, 1910, bon, ça commence déjà à avoir quelques années malgré tout. Hein, bon. Donc, mais enfin, en tout cas, ça fait partie des lieux communs. Vous voyez, l'art n'est plus la beauté. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir à quel point on peut parfois écouter certains théoriciens réfléchir l'art sans jamais aborder la question de la beauté. C'est absolument incroyable. On peut parler de l'art pendant des heures sans jamais aborder la question de la beauté. On parle d'autre chose. Alors ça, c'est quelque chose qui envahit nos esprits, enfin, qui est très très présent, au point que le Conseil international des musées, qui est chargé de définir le musée au niveau international, a proposé en 2019, donc c'est pas très vieux, une nouvelle définition du musée. Je disais tout à l'heure, le directeur du musée est un conservateur, son boulot c'est de conserver, c'est-à-dire de présenter des œuvres qui sont faites pour être contemplées, et elles sont faites pour être contemplées parce qu'elles sont belles. Il s'agit donc d'œuvres d'art. Mais voilà. Alors voilà ce qui nous est proposé. Les musées, dit le Conseil international des musées, sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour tous les peuples. Je vous fais l'économie du reste de la définition, mais il y a une chose qui saute aux yeux. La beauté a disparu. Je relis encore une fois, quand même. Oui, puis je m'en lasse pas. Vous savez, j'adore le monde dans lequel nous vivons. Franchement, pour un philosophe, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, mais je ne sais pas si on en a bien conscience. Hein. Il se passe quelque chose là. Extraordinaire. Les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Donc, il n'y a plus d'œuvres d'art, il y a des artefacts. Des artefacts. Ce qui est frappant aussi, c'est le pluriel. Tout est pluriel. Vous voyez, c'est polyphonique. Il y a des artefacts, des mémoires, des peuples, des. Alors, c'est une thèse. La thèse à laquelle nous avons affaire là, c'est une thèse qui nous dit on peut penser l'art sans le beau. Puisqu'ici, il s'agit de penser le musée comme ce lieu dédié précisément à la production artistique. Donc, on peut penser l'art sans le beau. Mais penser l'art sans le beau revient à dire qu'une œuvre d'art est un artefact. Artefact, ça veut dire produit de l'art humain. Et c'est là que nous rencontrons la philosophie de Kant. Parce que, imaginons par hypothèse que cette définition soit recevable. En tout cas, c'est une thèse, mérite d'être prise en considération. Donc, il n'y a pas d'œuvre d'art, il y a des artefacts.
Bon. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la distinction de l'artisan, de l'industriel et de l'artiste, ça ne marche plus. Parce que la production d'un artisan est un artefact. La production d'un industriel aussi, hein, d'une certaine manière. Au sens où l'industrie, c'est une science appliquée, mais elle relève du monde de la technique, le monde des ingénieurs, qui mettent en œuvre des procédés à partir d'une approche scientifique de la nature. Enfin, ils mettent en œuvre des procédés, il s'agit bien d'une maîtrise technique, hein, du monde dans lequel nous existons. Et oui. Mais alors, tout ce que nous pouvons faire en ayant simplement besoin de savoir comment le faire. Je cite Kant là. Tout ce que nous pouvons faire en ayant simplement besoin de savoir comment le faire. Est-ce que ça, c'est artistique? Tout ce que nous pouvons faire en ayant simplement besoin de savoir comment le faire. Vous voyez, si une œuvre d'art n'est qu'un artefact, ça veut dire qu'une œuvre d'art, elle produit d'un art au sens de la mise en œuvre de procédés en vue d'obtenir un résultat. Autrement dit, ça signifie que les règles de l'art, ce sont des règles techniques qui s'enseignent, qui s'apprennent. Tout ce que nous pouvons faire en ayant simplement besoin de savoir comment le faire. Donc s'il y a une règle technique, ben, j'apprends la règle technique, et puis j'applique la règle technique, et j'obtiens le résultat attendu. Ce que faisait tout à l'heure le ferronnier que j'évoquais dans mes exemples, ou ce que fait l'industriel aussi, qui met en œuvre des procédés, enfin, la lumière qui nous éclaire, on voit à l'autre bout une centrale nucléaire ou des éoliennes, ou je sais pas quoi, et tout ça, c'est la mise en œuvre de procédés à partir d'une approche scientifique de la nature, et c'est la mise en œuvre de ces procédés qui engendre ce résultat-là. Autrement dit, l'ingénieur sait comment faire pour produire ce qu'il fait. Il connaît les règles techniques. Et oui, mais ça marche comme ça dans le domaine artistique, c'est sûr. Parce que le génie, est-ce que le génie applique des procédés techniques? Alors que le génie applique des procédés, oui, qu'il y ait des règles techniques à l'œuvre dans la création artistique, évidemment. Mais est-ce que le génie ne fait qu'appliquer des règles techniques préexistantes? Parce que l'école du génie, on l'attend, hein. Cette école qui m'apprendrait quelles sont ces règles techniques que je pourrais appliquer pour engendrer cette symphonie magnifique à laquelle je rêve dans mes délires les plus fous lorsque je me mets devant un clavier. Vous voyez, on l'attend, cette école-là. Le problème du génie, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que dans le génie, il n'y a pas de règles. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que nous enseigne Kant, c'est que le génie ne crée pas sans règles, mais il ne crée pas en se soumettant à des règles préexistantes. Il ne se soumet pas, vous voyez. C'est pour ça, d'ailleurs, cette question du beau dans l'art, souvent, renvoie à des faux débats. C'est-à-dire, c'est pas ce que disaient les artistes eux-mêmes, d'ailleurs. Prenez les artistes dits contemporains, enfin, je prends Fernand Léger, par exemple. Fernand Léger, il vous dit, moi, je cherche le beau en soi. Hein. Pourtant, Fernand Léger, il est vraiment dans l'art, dans sa radicalité. Hein. Donc ça, c'est plutôt des discours que l'on porte sur les artistes, en disant que les artistes ont renoncé à la beauté, et que la beauté, il faut y renoncer, etc. Et ceux qui disent ça souvent, en fait, ils disent ça en partant de bons sentiments, d'ailleurs. Un peu comme ça, hein, quand j'ironisais sur cette définition du musée, mais regardez bien, ça part de bons sentiments. C'est-à-dire, il faut reconnaître la diversité des créations, des peuples, etc. Mais ça, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien, c'est moral. D'ailleurs, c'est très très bien, c'est moral. Donc c'est beau. Passage. On ne veut plus de la beauté. C'est ce que nous enseigne Platon. Hein. Le bien est beau. Hein. Donc c'est moral, c'est très bien. Mais c'est beau. Donc dis-le que tu aimes la beauté. Ne fais pas comme s'il y avait des artefacts, des spécimens ou je ne sais quoi. Mais si vous revenez à la création du génie, à laquelle je pense là, vous voyez bien, il ne s'agit pas d'appliquer mécaniquement des règles préexistantes, mais il ne s'agit pas non plus de s'affranchir de toute règle. Donc ça veut dire que le génie produit en suivant des règles, mais il crée les règles en créant l'œuvre. C'est ça le génie. De sorte que, souvent, enfin c'est toujours d'ailleurs, on vient après, et quand on vient après, c'est évident. Après, bah oui. Ce qui est frappant d'ailleurs chez les très très grands, chez les génies, ça vaut pour la philosophie, hein, c'est l'évidence, quoi. C'est la simplicité, c'est ça qui est frappant. La simplicité, mais comment a-t-il pu trouver cette voie simple? Là, tout à l'heure, j'évoquais l'opéra italien, c'est frappant dans les opéras italiens. Simplicité. La mélodie, elle était là, on l'avait tous là. Enfin, on écoute un opéra de Puccini, en fait, les airs, on les avait déjà. Enfin, on aurait pu le faire soi-même. Vous voyez, si on dit, mais j'aurais pu le faire, ça, c'est tellement évident, je l'avais sous les yeux. Bah oui, mais tu l'as pas fait. Les génies, c'est ça. Hein. Dans l'art, il y a cette espèce de capacité à aller à l'essentiel, vous voyez, à dire l'essentiel, une espèce de simplicité extraordinaire. On trouve ça dans le domaine des arts. On trouve ça aussi dans le domaine des sciences. Newton, c'est absolument génial. C'est tellement ça. Ça s'attire.
Et alors, bah, c'est tout. Mais c'est tout. Ah bah oui, c'est tout. On explique tout. Eh, on n'y avait jamais pensé avant. Pas comme ça. Hein. Ça, il fallait attendre du temps. C'est pas la cinquième de Beethoven. Hein. Pom, 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 pom. C'est simple. Il y a deux notes, hein. Trois occurrences, une, et puis c'est tout. Donc il y a dans le génie une capacité à produire à partir de règles, mais qui sont créées en créant l'œuvre. Ça, la notion d'artefact ne permet pas de le penser. J'arrive pas à le penser. Alors on pourrait dire, bon d'accord, là on a renoncé à la beauté, bon, et du coup on perd la distinction entre le geste technique, le travail de l'ingénieur ou de l'artisan et la création artistique, mais au moins, avec l'artefact, avec la notion d'artefact, on tient la distinction art-nature. On va dire, au moins on tient ça. C'est-à-dire que la nouvelle définition du musée, au moins, pour l'instant la France ne l'a pas signée à ma connaissance, en 2019 elle n'est pas signée en tout cas, mais ça viendra. Donc, mais au moins, on a une distinction art-nature, ça on le tient. Et oui, mais justement, distinction art-nature, ça marche quand on évoque la production artisanale que j'évoquais moi-même au début de mon propos. Mais maintenant, revenez à ce que je dis du génie à l'instant, là, je reprends l'analyse de Kant. Le problème du génie, c'est que lui, il produit les règles en produisant l'œuvre, de sorte qu'il ne se soumet pas à des contraintes académiques préexistantes. Il n'est pas comme un ingénieur qui met en œuvre des procédés qu'on apprend dans une école d'ingénieur et qu'ensuite on peut ajuster, mettre au point soi-même, etc. C'est pas ça. Il fait surgir dans le monde une œuvre qui n'est pas déductible du monde. C'est ça le génie, c'est pas déductible du monde. Des lois de la physique, je peux déduire la fabrication du pot de Millau. Oui, parce que le tablier du pont, sur les filins, bon, a priori, il n'a pas l'air de tenir très très bien, en tout cas moins qu'un pont romain. Au premier coup de vent, me semble-t-il, il devrait s'envoler, mais pas du tout. Quand le vent souffle, il se stabilise, puisque c'est une application des lois de l'aérodynamique, de sorte que le tablier du pont, c'est comme l'aile de l'avion. Donc il y a dans les lois de la nature déjà ça, d'une certaine manière. Vous voyez? Alors que le génie, il va produire, va faire surgir dans le monde quelque chose qui ne vient pas du monde, quelque chose qui vient d'ailleurs, enfin qui vient d'ailleurs, mais qui ne vient pas non plus de règles techniques préexistantes. Donc il y a dans la création géniale quelque chose qui, en ce sens-là, apparaît naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait le faire naturellement. Lui, enfin si vous avez vu Amadeus de Miloš Forman, c'est lui-même qui est un grand cinéaste, hein, Forman, il met en scène Mozart comme ça. Il met face à Salieri, d'un côté, bon, le gars il maîtrise l'art musical, mais au sens de mise en œuvre de procédés, il sait faire, quoi. Salieri, bon, c'est un peu injuste d'ailleurs, c'est une vision, hein, c'est pas historique. Hein. Mais en tout cas, vous avez une thèse qui est intéressante, puis de l'autre côté, vous avez Mozart, il arrive, alors lui, ça surgit. Hein, lorsque Salieri a composé un petit morceau pour lui souhaiter la bienvenue, il a passé la nuit, il a remercié Dieu de lui avoir accordé cette mélodie, etc. Mozart se met au clavecin, et puis il fait une variation, deux variations, puis trois, puis quatre, puis cinq. L'autre, il décide qu'il va... Mozart doit mourir, c'est pas possible. Lui, il a tout donné, il a donné sa vie à Dieu, etc. Il n'a pas le génie. L'autre, ça surgit naturellement. Ça a l'air simple. Vous avez remarqué ça? Ça a l'air simple. Les grands artistes, c'est ça. Ça surgit de manière absolument incroyable. La danseuse talentueuse, géniale, qui virevolte dans les airs, mais vous voyez, c'est génial, ça a l'air simple, quoi. C'est pas le patinage artistique, qui n'a d'artistique que le nom. Vous voyez, c'est un sport, c'est remarquable ce qu'on fait, mais c'est de la glace. Donc à tout moment, on se dit, elle va tomber. Ah, elle n'est pas tombée, ou il n'est pas tombé, ouf. Alors voilà, mais là, il n'y a pas eu de contemplation esthétique. Vous voyez, alors que la danseuse qui virevolte sur la scène, voilà, on a l'impression, puis alors le danseur, il la soulève comme ça. Bon, la danseuse... c'est 50 kilos de muscles, bien, vous voyez, il l'a soulevé 200 fois dans la soirée, il a soulevé quelques tonnes quand même. Vous voyez pas, c'est simple, c'est évident. Il y a quelque chose dans l'art qui se donne comme naturel. Mais la nature est belle quand elle a l'apparence de l'art. Mais l'art est beau lorsque nous savons que c'est de l'art, mais qu'il a l'apparence de la nature. Et donc la notion d'artefact, ça dit rien, ça. Ça dit rien, ça. Vous voyez, si les musées, c'est simplement des lieux qui contiennent des artefacts, d'ailleurs on voit bien, parce que la suite de la définition dit des choses, les musées n'ont pas de but lucratif, donc ça c'est très bien, donc il y a cette dimension morale, ils sont participatifs et transparents, vous voyez, participatifs. Tu ne vas pas non plus t'arrêter de contempler un artefact. Tu vas contempler quoi?
Tu vas contempler un objet qui est le résultat d'un geste technique que tu vas inscrire dans une histoire, dans une civilisation, ça c'est très très bien. Tu vas faire de l'anthropologie, de l'ethnologie, tu vas pouvoir interpréter tout ça, c'est très très bien. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Ça ressemble à une définition d'un musée, musée de l'homme. Vous voyez, où on verrait une présentation d'objets divers et variés fabriqués par l'homme. Mais les beaux-arts nous proposent une expérience d'une autre nature. Hein, une expérience de la contemplation d'objets qui sont faits pour... qui sont faits pour être contemplés dans la mesure où ils ont surgi dans le monde par une voie qui est tout à fait singulière. Alors, quand même, pour terminer, je vous soumets cet élément de réflexion. L'analyse que je viens de faire, là, du musée, ne doit pas être interprétée de votre côté comme, de ma part, la volonté de dire tout ça, c'est des bêtises. C'est pas ça que je cherche à dire, en fait. Vous voyez, bon... Considérons un artiste qui produit une œuvre et qui ne chercherait pas la beauté. C'est envisageable. Laissons tomber tous ceux qui parlent de l'art et qui ne sont pas artistes. Et puis, d'ailleurs, peut-être c'est pour ça qu'ils en parlent, parce que comme ils n'étaient pas artistes. Donc ils ont envie de dire les artistes ont renoncé à la beauté, etc. Mais comme ils ont été incapables eux-mêmes d'en produire, souvent. Donc, non. Prenons l'artiste qui, vraiment, en tant qu'artiste, dit, moi, la beauté ne m'intéresse pas. C'est possible. Envisageons ça. Demandons-nous alors, qu'est-ce qui fait que son œuvre est une œuvre ? Qu'est-ce qui fait que c'est encore une œuvre d'art, s'il n'y a pas la beauté? Il y a 3 hypothèses. Première hypothèse, son œuvre est une œuvre d'art, même si elle n'est pas belle, dans la mesure où elle véhicule un message. Ça, on l'entend tous les jours. Et évidemment, quand on pense à ça, on ne pense qu'à une œuvre, c'est Guernica de Picasso. Magnifique, mais d'accord, enfin, quand on écoute une symphonie de Beethoven, on n'entend pas Beethoven nous murmurer quelque chose à l'oreille. Hein. Le message, il y a quand même une difficulté. Mais en admettant même qu'une œuvre d'art n'est de valeur que par le message qu'elle contient, alors la valeur de l'œuvre d'art serait subordonnée à la valeur du message qu'elle contient. Ce qui signifierait qu'une belle ou qu'une œuvre d'art n'a de sens que si elle est porteur d'un message moral, c'est-à-dire d'un beau message. Donc on ne veut plus de la beauté, mais on veut la beauté. Enfin, d'ailleurs, vous remarquez, ce monde qui ne veut plus de la beauté, qui veut des artefacts, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un monde qui veut de la morale. Et à juste titre, c'est très bien. D'ailleurs, la diversité des mémoires, la diversité des peuples, la diversité des civilisations, c'est une exigence morale de la reconnaître. Évidemment, il n'y a pas un philosophe qui vous dira il y a une culture qui doit s'imposer à toutes les autres. Pas un philosophe digne de ce nom. Lorsque Rousseau vous parle de ça, il vous dit lorsqu'il s'agit de l'homme, le philosophe n'est ni indien, ni tartare, ni de Genève, ni de Paris, mais il est homme. Donc le philosophe ne dit pas vive la culture de Genève ou vive la culture de Paris, etc. Il faut s'ouvrir à la diversité des cultures, évidemment. Donc il y a un fond très intéressant là-dedans, un fond de vérité. Hein. Il ne s'agit pas de rejeter. Enfin, malgré tout, tout ça renvoie à une posture morale, intéressante elle-même. Mais ne disons pas que la beauté n'est plus là. Hein, et d'ailleurs, on voit bien la tentation que nous avons dorénavant de reprendre toutes les créations artistiques et de chercher dans ces créations artistiques pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a dit, et est-ce que ce qu'il a dit c'était moral, est-ce que ce qu'elle a dit c'était pas moral, est-ce qu'il faudrait, etc. Donc on cherche la beauté, en fait, mais on cherche une beauté morale. On n'a jamais été aussi intello, en fait, qu'aujourd'hui. Mais on n'a jamais été aussi élitiste, c'est évident. Tout est dans le message, dans l'abstraction, vous voyez. Alors que vous prenez, je ne sais pas, une œuvre d'un grand maître italien, je ne sais pas, le Caravage, ben voilà, je n'ai pas besoin de faire 10 ans d'histoire de l'art. Hein. C'est beau. C'est tout, et alors? Est-ce que tu peux le prouver? Non, je ne peux pas le prouver. C'est une expérience esthétique. Première hypothèse, donc, c'est pas beau, mais c'est quand même de l'art parce que ça véhicule un message. Bon, autrement dit, c'est pas beau, mais c'est beau quand même, parce qu'il faut que le message soit beau. Deuxième hypothèse, une œuvre d'art, même quand elle n'est pas belle, reste une œuvre d'art parce qu'elle propose une expérience de contemplation, d'accord, mais une expérience qui va produire chez celui qui la contemple des sentiments, des émotions. Ah, ça c'est une théorie déjà un peu plus... Déjà, c'est plus riche que la première théorie parce qu'il y a des œuvres sans message. Hein. En plus, chercher les messages dans toutes les œuvres, bon, on est un peu obsédé par ça aujourd'hui, mais dans certains cas, bon courage, hein, parce que pour trouver le message, il y en a, ils vont avoir du mal. Hein. Il y a des ça existe, hein. Il y a des artistes, leur but c'est que ce soit beau. Mais pourquoi? Pour que ça soit beau. Et pourquoi? Parce que c'est beau. Et tu dis quoi? Rien. Non mais c'est envisageable, hein. C'est une possibilité. Alors que, bon, donc, le message n'est pas toujours là, mais les sentiments, les émotions, ça c'est toujours. C'est vrai qu'une œuvre d'art renvoie toujours à une expérience qui, je disais tout à l'heure, qui nous affecte, qui nous touche, comme un amour. D'ailleurs, ma comparaison avec l'amour renvoie à l'idée d'une passion. Et donc,
dans toute expérience esthétique, il y a une dimension de passion, de passivité. Vous voyez, on est affecté, on est touché, on est... Bon. C'est vrai, mais une charogne aussi, ça provoque de très fortes passions. Hein. Ah bah, ça provoque des sentiments. Hein. Si avant cette conférence, on avait placé une charogne là dans le coin, je vous assure, vous seriez entré en étant choqué. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce qu'il fait là? Qui a fait une chose pareille? Ça aurait provoqué des sentiments, des émotions, des passions. Et ça ne ferait pas de la charogne une œuvre d'art. Alors, je ne prends pas l'exemple de la charogne au hasard, parce qu'évidemment, j'ai en tête le poème de Baudelaire, une charogne, qui est un poème magnifique, et qui nous rappelle que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose, ce qui est également l'enseignement d'Emmanuel Kant. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Cette chose fut-elle une charogne? Enfin, il faut tout le génie d'un Baudelaire pour faire de cette charogne une magnifique fleur du mal. Donc les passions, oui, bon, enfin... Vous voyez, dans le premier cas, les messages, c'est pas clair et distinct. On exclut de l'art une partie de l'art, et l'art sans message. Dans le deuxième cas, c'est trop large. On prend toutes les œuvres d'art, ça marche, plus les charognes. Là, c'est trop. Alors, il y a une troisième hypothèse, et c'est par celle-là que je vais conclure, c'est que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'art sans beauté. Si par art on entend l'expérience de la contemplation. Mais malgré tout, des artistes ont parfois décidé de renoncer à la beauté. Eh bien, très bien. Eh bien, quand on renonce à la beauté, c'est qu'elle est là. Parce qu'on ne peut pas détruire quelque chose sans en poser d'abord l'existence. Eh oui, je ne peux pas détruire une chose dont je néglige l'existence. Je dois la prendre en considération pour la détruire. Et donc, toute cette frange de l'art qui semble avoir renoncé à la beauté, regardez bien, ce sont des artistes qui détruisent. Ils font dans le domaine artistique ce que le XXe siècle a fait dans le domaine politique. C'est-à-dire, on fait la révolution. Après la révolution. Le XXe siècle, c'est la révolution après la révolution. La révolution française, les droits de l'homme, puis après on refait la révolution encore. Bon, là, on s'est fait très peur. Hein. Donc là, on est revenu. Les droits de l'homme, la République, bon, sans enthousiasme, mais quand même, on est revenu à ça. Moi qui suis républicain, j'en suis très satisfait, mais je sens bien, et nous sentons tous, le manque d'enthousiasme. Hein. Au point que d'ailleurs, si on demande ce qu'est la République, souvent, il reste... La démocratie, oui, un peu, mais pas seulement. C'est autre chose que ça. Et donc, vous voyez, l'artiste qui produit des œuvres d'art qui ne sont pas belles, essayez de le penser comme ça, c'est celui qui détruit la beauté. Aujourd'hui, on dirait qu'il déconstruit, mais... Bon, qui détruit, quoi. Tout simplement, il détruit, c'est-à-dire une rupture. Hein. Mais alors, vous voyez, si vous dites ça, à ce moment-là, vous dites que le beau, quand il n'est pas là, il est là. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'est plus l'objet de la contemplation elle-même, il est le fantôme de la contemplation. Vous voyez, dans le musée que j'évoquais tout à l'heure, les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits, les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts. Dans ces musées, la beauté n'est plus donnée à contempler. Et pourtant, le fantôme de la beauté est toujours là. Le fantôme de la beauté, c'est le fantôme du musée de l'avenir. Il va hanter nos musées. Parce que ça, même celui qui veut tout détruire ne pourra jamais faire en sorte que le génie n'ait pas un jour existé. Ça, c'est définitif. Le fantôme de la beauté hantera le domaine de l'art pour très longtemps, de même que le fantôme de la République continuera d'hanter les esprits le jour où on aura choisi de la détruire. Mais après, c'est jamais comme avant. Une fois qu'on a testé le goût de la République, on ne revient jamais tout à fait en arrière. Eh bien, je vous remercie de votre attention.